Le souffle de l'arbre est un livre d'art et de culture par Alix Le Juge qui documente la construction d'une pirogue traditionnelle en bois à Maillebourg. Entre 2019 et 2020, Alix a dessiné les étapes de fabrication, guidée par les menuisiers locaux et leur expertise. Ce livre de 84 pages explore la tradition maritime mauricienne, mêlant art, science et culture. Il reflète la fascination d'Alix pour la pirogue, symbole de vie, nature et tradition, et s'inscrit dans une démarche artistique, philosophique et métaphysique. Dans cet épisode de Mosée écrit, nous vous invitons à découvrir son expérience. Alix Le Juge, vous venez de lancer un livre, je ne sais pas si c'est votre premier livre. Oui. Voilà, donc premier Seul. livre, Le souffle de l'arbre. Alors, parlez-moi de la démarche qui a mené vers ce livre, en fait. C'est une démarche qui date depuis un certain temps, en fait. J'étais à la recherche d'une forme dynamique de propulsion, de vent, de souffle, d'envie d'aller de l'avant, d'envie de vivre. Et en même temps, en parallèle, j'ai toujours dessiné des bateaux parce que je pense que je cherche cette forme sans le savoir. Alors quand j'ai eu vent que ce chantier allait commencer un nouveau bateau, j'avais la main qui est le charpentier marin m'a appelé pour me dire « Alix, voilà, on commence un nouveau bateau ». Donc je suis venue et j'ai commencé à dessiner dès la premier bout de bois. Alors, dans cette démarche, il y a eu voilà, un déplacement vers un chantier naval dans les environs de Maillebourg, à Cité-la-Chaux. Aussi tout un pan de la vie de l'île, j'imagine, voilà, qu'on ne voit pas si on ne se trouve pas là-bas. Voilà, donc voilà, racontez-moi cette rencontre, ce déplacement vers ce lieu et ce que vous y avez vu. Tout à fait. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais m'a accueilli comme si j'étais un peu chez moi. Au fait, mon père et lui étaient des grands copains. Mon père était un régatier aussi, fervent de Maillebourg. Donc, j'étais très à l'aise et il y a toute sa famille qui est là, ses frères, ses neveux, donc tout le monde se parle, il y a les visiteurs, il y a les gens du village qui s'arrêtent, qui parlent. La plus belle rencontre, enfin à part l'équipe et j'avais lui-même bien sûr, c'était avec les enfants, parce que les enfants venaient me regarder dessiner et j'ai fini par avoir un atelier et il y avait plein d'enfants qui venaient une fois par semaine pour dessiner. Ça c'était formidable. Donc j'ai gardé les liens avec ces jeunes, surtout avec la petite fille de Gervais. Est-ce que vous étiez consciente de documenter un moment ou bien vous étiez parti simplement pour faire des esquisses, après vous êtes retrouvé à documenter la construction C'était un peu ça, je dirais. Ouais. Oui. J'étais intéressée vraiment personnellement de voir comment ça se construit, parce que c'est une forme qui représente ce que je cherchais à faire. Et puis, je me rendais compte que peut-être personne d'autre avait fait ça, je ne sais pas. Et que je voulais dessiner toutes les étapes. Pour faire quoi avec? Je n'avais aucune idée encore. Et finalement, un livre, c'est peut-être la solution la plus logique pour garder toute la trace. Au moins que ce soit un film, mais comme c'est des dessins. Vous pensez que peut-être en tant qu'artiste, vous êtes particulièrement sensible à cette transformation, ce façonnage? Peut-être même les constructeurs de bateaux ne s'en rendent pas compte, mais il y a quand même... On est proche de la sculpture un peu, on est proche de... Je ne sais pas, hein. Non, Bon, bien vrai. sûr, on est la charpente et tout ça, toutes ces choses, architecture, charpenterie, voilà. Alors finalement, justement, est-ce que l'artiste arrive à voir l'artiste dans celui qui ne s'imagine pas artiste? Je ne sais pas. Ah, tout à fait. Il a un coup de crayon remarquable, il a un œil remarquable. D'ailleurs, le bateau ne se fait pas d'après un plan. C'est tout dans sa tête. Et avec l'œil, les charpentiers, ils regardent le bateau, ils regardent sa forme. Bon, ça a une utilité pratique. Comment est-ce que ça va couler? Comment l'écoulement de l'eau va se faire? Alors, il y a Ute Fendler qui a fait ma préface, qui a trouvé un joli lien. Elle a dit c'est le geste de l'artiste qui rejoint le geste de l'artisan.
Je trouve que c'est assez bien trouvé. Derrière tout ça, bon, on va faire une petite digression. Bon, bien sûr, on est dans la forme, on est dans l'esthétique, mais il y a aussi derrière cela un brin de folklore, j'imagine la mémoire des régates, etc. Est-ce que vous avez des mémoires de ces choses, de ces événements? Ces émotions se retranscrivent un peu des fois aussi dans le... Ouais. Je n'ai pas grandi ici, j'ai grandi en Afrique du Sud. Mais comme mon père était un marin et comme il était fou de régates et il avait encore une pirogue qui l'attendait à Maurice, la maison était pleine de photos de Maïbourg, de La Paz, des bateaux, du lagon, enfin ce site absolument magnifique. Donc on a toujours vécu un peu à Maurice, là-bas. Et quand je suis venue à Maurice, je crois que les premières choses que j'ai fait, c'est dessiner les bateaux et regarder les régates. Donc c'est le patrimoine de nous tous, c'est notre culture. Ces pirogues représentent un fort élément dans notre patrimoine. Vous sentez que la pirogue, qu'il y a une pirogue mauricienne, qu'elle est un peu, elle a sa forme propre comparée à ce qu'on aurait pu trouver, je sais pas, ailleurs. Il y a des similitudes. Aux Caraïbes, je pense qu'ils ont des pirogues, ils ont un peu la même histoire aussi. Mais non, c'est pas exactement pareil. Dans certains pays, c'est plus large, dépendant s'il faut que le bateau aille en mer, en haute mer. À Rodrigue, c'est pointu des deux côtés, c'est très particulier. Donc je pense que chaque pays où il y a des pirogues, il y a des petites différences. Oui. Vous avez essayé justement dans votre parcours différents modes pour montrer cette transformation dans le temps. Vous avez essayé de l'animation, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis finalement, ben voilà, cette décision de lancer un livre. Qu'est-ce qui a peut-être motivé cette décision J'étais un petit peu déjà dans le documentaire, au fait. Quand il y a eu le Wakasho, j'ai dessiné, je crois que j'ai fait un dessin tous les jours. Juste en observateur, au fait. Juste comme un simple citoyen. J'avais besoin, en tant qu'artiste, de garder une trace visuelle de cela. Et puis voir ce qui en sort. Sans idée préconçue, sans jugement. Juste être en observation. Et puis, on verra. Et je pense que peut-être qu'il y aura une suite à ce livre. Peut-être que ça va me mettre sur un chemin, je ne sais pas de quel point de vue artistique, je ne sais pas. J'attends voir, mais voilà. Le document est fait. Créer un livre, c'est toute une série d'étapes aussi. Prendre de l'individuel pour aller vers un effort collectif, pour donner naissance à voilà, qu'est-ce qu'il y a. Il y a eu beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, beaucoup de conseils. Mes amis marins m'ont donné déjà des conseils techniques. Il fallait que je fasse très attention, que je ne fais pas des bêtises. J'avais lui-même Philippe Cervelot, qui était le propriétaire du bateau, c'est lui qui a commandé le bateau, et puis mes autres amis marins. Et puis mes amis écrivains, Bertrand Despeignés, Dominique Bélier m'ont aidé avec correction de texte. Evan Sohan a fait le design du livre en tant qu'artiste et designer lui-même, donc c'était une super collaboration pour laquelle je le remercie. Ute Fendler, qui connaît le monde des bateaux en Afrique, donc elle est universitaire en Allemagne, mais elle avait vécu en Afrique, donc elle connaît. Elle m'a bien soutenue pour le projet lui-même. En fait, je me suis lancée dans quelque chose que je ne savais pas allait être assez compliqué finalement de faire un livre. Il faut faire très attention à tous les petits détails. Il n'y a pas de faute, que les images sont bien photographiées, bien représentées, qu'il y a une cohérence, qu'il y a un rythme dans le livre. On a aussi inclus des tableaux qui sont autour du thème du souffle. Donc c'était un effort d'équipe et bien sûr Pressigraph qui ont fait un super travail.
Et n'en parlons pas du National Art Fund, qui ont été mon plus grand sponsor, qui n'ont financé à 60% le projet, qui ont eu beaucoup de patience parce que ça a pris beaucoup de temps et qui ont aimé mon projet. Sans eux, je ne l'aurais pas fait. Parlons-en justement de ce National Art Fund. Bon, ça fait quelques années qu'il existe. Est-ce que vous pensez que justement le National Art Fund aide les artistes à traverser un cap qui est peut-être des fois un peu difficile si on est seul? Oui, on ne sait pas si le projet est valable, si on n'a pas de finances, et puis ça rentre dans une démarche de la culture du pays, leur soutien, leur accord, et on réalise que le projet contribue aussi à la culture du pays, parce qu'il faut que ça passe par un board, il faut qu'ils approuvent du projet, que ça rentre vraiment dans le contexte de notre culture mauricienne. Donc le soutien est inestimable. Vraiment, ils m'ont bien soutenu pendant tout le temps que ça m'a pris de faire ce projet. Les dessins datent de 2019-2020. J'ai répondu à leur appel, à projet, 1 an ou 2 plus tard, et voilà, et ça se fait aujourd'hui. Donc ils sont vraiment un soutien formidable. Pour le chantier lui-même, ça a freiné le travaux. Au lieu de prendre 3 mois, ça a pris 1 an. Parce que non seulement il y a eu le Covid, mais il y a eu aussi l'échouement du Vacrier, le Wakashio. Et donc le lagon était fermé et donc tout était au ralenti. Et maintenir cet intérêt-là en tant qu'artiste, c'est quelque chose que vous faisiez. Après, tout d'un coup, il y a ce hiatus. Ça a été difficile, justement, de maintenir cette envie de continuer? Non, ça n'a rien changé. De toutes les façons, moi, je travaillais dans mon atelier. Et quand le Wakashio avait atterri, j'allais dessiner le Wakashio. Et pour respirer un peu, j'allais dessiner les pirogues. Et quand il n'y avait pas le confinement, le chantier continuait. Donc j'étais là. Et ça m'a donné le temps de réfléchir, de prendre des notes, de prendre mes renseignements. Non, c'était bien de prendre son temps aussi. Alors, on n'a pas parlé du texte, donc ça n'est pas qu'un livre d'esquisses, de peinture, mais c'est aussi justement vos écrits. Alors, parlez-moi de vos écrits. J'ai parlé un peu le côté philosophique au début, pourquoi j'ai fait ce livre, pourquoi le titre. En fait, le titre signifie un souffle qui est transmis de l'arbre par l'homme au bateau. Donc c'est cette continuation et l'énergie verte, au fait. Donc je parle de ça, je parle aussi du bateau, de sa forme très économique et puissante et minimale, que j'admire beaucoup en tant qu'artiste, en tant qu'objet. Et puis je rentre plutôt dans les côtés techniques où j'explique la construction, au fait. Je fais très attention de bien retenir tous les aspects corrects, les termes marins, de ne pas me tromper et de comprendre aussi le hydrodynamisme du bateau. Donc c'est plus factuel que artistique, je dirais, mon texte. Pour cet exercice-là, oui. Peut-être que si j'avais recommencé, peut-être que j'aurais été plus du côté artistique. J'aurais plus interprété. Mais pour l'instant, c'est bien pour une première fois. C'est presque anthropologique, anthropologique plutôt, je sais pas. Ah, je crois que je suis la seule à avoir documenté. Enfin, j'ai eu la chance d'être sur le chantier pendant tout ce temps-là, d'avoir pu documenter toutes les étapes. Okay. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait des magnifiques livres, comme Jean-Marie Chelin, qui a parlé de la pirogue en général et de l'histoire maritime aussi. Donc ça a un autre angle. Alors pour finir, je vais parler de la couverture. Donc il y a
Bien sûr, vous avez mis sur papier toutes les étapes à travers différents médias, fusain, crayon, etc. J'imagine pastel ou peinture, je ne sais pas. Sur la couverture, il y a une image. Oui, alors ce tableau était fait après la construction. C'était fait pendant le confinement et j'avais commencé une série qui s'appelait The Far Worlds, les mondes lointains. Donc on était vraiment dans le monde, un monde dans les mondes. Et ce bateau, il est seul, il flotte un peu dans le néant. Et en même temps, j'étais en train de peindre les petites îles qui sont un peu les derniers remparts d'un monde naturel. Et ce bateau, et peut-être, je me suis dit, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup qui vont suivre. Et c'est peut-être un de ces derniers remparts de cette culture. Donc, il y avait un peu tout ça. Et à l'intérieur, il y a aussi les tableaux qui représentent ces mondes lointains et aussi le souffle, le vent, le monde naturel. Il y a cette combine-là. Il y a 6 mois, nous avons eu l'honneur de recevoir Robert Furlong dans notre émission. Il nous avait parlé de son projet en collaboration avec l'Atelier des Nomades pour redonner vie aux œuvres du célèbre Marcel Cabon. Aujourd'hui, ce projet s'est concrétisé avec le lancement officiel de 4 volumes. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons ensemble revisiter ce que Robert Furlong avait partagé avec nous à propos de cette initiative. Cabon commence à écrire à l'âge de 19 ans. Il écrit un conte qui est primé d'ailleurs, il reçoit le prix de la Société littéraire de Maurice, et puis il se met à écrire des poèmes. Jusqu'à 1940-1950, il écrit des poèmes essentiellement. Et puis après, il va se mettre à écrire des contes, parce que dès qu'il est embauché dans le quotidien Le Mauricien, il se met à créer des séries de contes. C'est comme ça qu'il va créer une série qui va s'appeler Cahiers deuxième. C'est une vingtaine de contes qu'il va écrire sur des personnages qu'il a rencontrés dans sa jeunesse à Petite-Rivière, qu'il va appeler lui Brunepaille dans son imaginaire. Il va écrire une série de contes aussi qu'il va appeler les contes de Brunepaille. Il va donner des portraits de Mauriciens de village. Il ne va pas aller chercher des modèles de bourgeois ou de gens ayant de gros moyens. Il va lui donner un portrait des gens de l'île Maurice de base qu'il va rencontrer dans ses promenades à travers Petite-Rivière et petit à petit à travers d'autres endroits qu'il va visiter. Et donc dans le Mauricien, il va contribuer comme ça, tant qu'il est rédacteur en chef du Mauricien, il va contribuer à un nombre considérable de contes extrêmement bien écrits, très poétiques. Et puis après, il va aller travailler pour le journal Advance, le journal pro-indépendance. Et là, il va se pencher sur les habitants des villages. Quelque part, moi je dis que Cabon a révélé l'Inde mauricienne aux Mauriciens. Parce que les Mauriciens, en général, ne s'arrêtaient pas dans les villages. Ils ne savaient pas comment ça vivait. Ils ne savaient pas quelles étaient les valeurs, les traditions, les contes, comment la société s'organisait. Il y avait une espèce d'ignorance pour des raisons sociopolitiques, historiques, que bon, je ne raconterai pas ici. Mais donc Cabon a révélé que les gens vivaient de telle façon, il y avait tel code d'honneur, il y avait tel code d'éducation, et que la vie dans les villages était une vie extrêmement riche. Alors, quand vous ajoutez tous ces contes, il y en a 80 à peu près, que j'ai relevés dans la presse, dans ma recherche, vous ajoutez ça aux romans qu'il a écrits. Il a écrit 3 romans, dont un n'avait jamais été publié en livre, c'est nous qui le publions là dans cette collection de 4 volumes. Donc vous ajoutez ces 2 romans, plus les nouvelles, extrêmement riches aussi en enseignement et en poésie. Vous ajoutez cela aux biographies, il a écrit 3 biographies, la biographie de Ramgoolam, père, la biographie de Rémi Ollier, la biographie de 2 hommes politiques, Laurent et Rivette, ensuite des essais, le récit de son voyage en Inde, le rendez-vous de Lucknow, et quelques autres essais que j'ai retrouvés à gauche et à droite. Ça vous fait 4 volumes et de quoi lire pendant 2 ans.
Cette collection est divisée en 4 volumes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de chaque volume? Absolument. La première question posée était l'ampleur de l'œuvre. On partait avec l'atelier des nomades, l'éditeur, sur la question comment les répartir. Donc mon premier travail a été de me dire comment classifier tout cela. Et évidemment, la poésie, c'était forcément le premier volume, parce que c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière littéraire. Et donc nous avons rassemblé tous les textes poétiques, environ 60 poèmes. Non seulement les 4 recueils qu'il a lui-même publiés en 1931, 32, 33 et 34, si ma mémoire ne fait pas défaut, mais aussi les poèmes qu'il a publiés par la suite dans les journaux, dans le Mauricien et dans Advance, et dans quelques revues littéraires. Et ça, déjà, ça fait un volume. Le deuxième volume, forcément, ce sont les contes. Et là, nous avons rassemblé 80 contes à peu près, en gros, je dis ça de mémoire, que nous avons rappelés en ordre chronologique. Parce que c'est important, ça montre son évolution, l'évolution de l'auteur lui-même à travers les âges, à travers le temps. Alors, le troisième volume rassemble les nouvelles, il y en a 4 ou 5, et les romans. Donc 3 romans, Namasté, qui est bien connu, Brasse au vent, qui est un peu moins connu, et surtout La Séraphine. Alors je vais parler un tout petit instant de La Séraphine. La Séraphine est un roman qui a été publié par épisode, en feuilleton, à Madagascar. Parce que Cabron a été vivre à Madagascar en 1947, ça n'a pas très bien réussi parce qu'il est revenu après. Mais en 1947, il écrit La Séraphine à Madagascar et il le publie en feuilleton dans Tana Journal. Et depuis, à part les quelques personnes qui avaient pu lire ça en 1947, personne ne l'avait lu, personne ne connaissait même le texte. Grâce à un ami chercheur, Vikram Ramarai, ancien cadre du MIT, qui lui avait fait cette recherche en France dans une bibliothèque, nous a donné le texte qu'il avait recopié. C'était sa contribution à ce troisième volume, et on a pu donc offrir aux auteurs mauriciens ce texte qu'on peut appeler inédit, en fait. Ensuite, il y a le quatrième volume. Le quatrième volume, c'est le plus épais. C'est celui où il y a toutes les biographies. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, la première biographie de Ramgoolam, Siousaga Ramgoolam, donc père de l'indépendance, que Cabot a publiée, s'appelle Biographie de Ramgoolam. La deuxième biographie, très importante, c'est Rémi Ollier. Rémi Ollier, champion de la démocratie, le peu qu'il y en avait au début du XIXe siècle, et qui revendiquait des droits des métis à l'époque qui étaient privés de leurs droits civiques. Et il a fait une biographie extrêmement documentée, extrêmement bien construite. Et puis il y a sa fameuse découverte de l'Inde. Cabron est invité à visiter l'Inde par le gouvernement de la Nouvelle-Delhi et il fait un périple d'à peu près 1 mois en Inde et il va dans tous les lieux où il y a des artistes, des gens de culture, des créateurs, des écrivains et notamment, bien sûr, lui qui est un amoureux de la poésie et un amoureux de Rabindranath Tagore, il va à Shantiniketan. Il n'y avait pas d'étudiants à ce moment-là, Shantiniketan, il n'y avait pas d'enseignants, mais il y avait l'esprit de Rabindranath Tagore, premier prix Nobel indien, 1912-1913, ça correspond à l'année de naissance de Marcel Cabon. Et Marcel Cabon décrit Shantiniketan et on a l'impression que Tagore est là. On a l'impression que Rabindranath Tagore est là, derrière les arbres, dans les champs, etc. C'est vraiment un texte peu connu des Mauriciens, le rendez-vous de Lucknow, mais à connaître dans cette collection que nous publions. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.